En pleines vacances, mon fils m'a écrit, nous savons que c'est ton appartement à la mer, mais nous voulons être seuls avec les parents de ma femme, alors va à l'hôtel. J'ai répondu, compris. Et c'est là que j'ai joué mon dernier coup. Ce qui s'est passé 1 heure plus tard a poussé mes beaux-parents à supplier mon fils de divorcer de leur fille. Chers auditeurs, avant de commencer cette histoire difficile, je voudrais vous demander une faveur. Si mon récit résonne en vous, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Cela me réchauffera le cœur de savoir jusqu'où ma voix a porté. Bonne écoute. Le soleil de midi en Crimée ne chauffe pas, il fait fondre. Il brûle tout le superflu, ne laissant que l'essentiel, la pierre chauffée à blanc, l'odeur de l'absinthe sèche et le chant assourdissant des cigales, qui vous fait bourdonner les tempes le soir. Mais ici, sur la terrasse de la falaise d'Azur, la chaleur se ressentait différemment. L'air était lourd, non pas de la canicule, mais d'un silence glacial qui planait au-dessus de la table. Je me tenais près de l'îlot de cuisine, dos aux invités, en train de couper une pastèque juteuse et sucrée. Le couteau pénétrait dans la chair avec un léger craquement. C'était ma cuisine. J'avais moi-même dessiné ce projet il y a 20 ans. Je savais pourquoi la fenêtre donnait précisément au sud-ouest, pour capter les rayons du coucher de soleil sans laisser entrer la chaleur de midi. Je me souvenais d'avoir choisi ce carrelage italien couleur crème, de m'être disputé avec le contremaître à propos de la hauteur du plan de travail. Chaque centimètre de cette maison était une extension de moi-même, de ma volonté, de mon travail. Mais aujourd'hui, je me sentais ici comme un fantôme, un esprit désincarné dont la seule tâche était de servir, de nettoyer et de disparaître. À la grande table sur la terrasse, à l'ombre de la pergola couverte de vignes, étaient assis les maîtres de la vie. Mon fils Matvei avait le nez dans son assiette, évitant soigneusement mon regard. Ses épaules étaient affaissées, et dans cette posture, je revoyais le petit garçon qui se cachait autrefois derrière ma jupe après avoir cassé la fenêtre du voisin. Sauf que maintenant, il ne se cachait pas derrière moi, mais de moi. En face de lui trônaient Arkhip et Bronislava Zolotariov, les parents de ma belle-fille. Ils mangeaient la dorade que j'avais préparée avec une expression qui semblait faire une faveur au poisson lui-même en daignant le manger. Bronislava, une femme corpulente parée de bijoux en or massif qui semblait déplacée pour des vacances à la plage, s'essuya les lèvres avec une serviette et repoussa son assiette avec dégoût. Le poisson est un peu sec, déclara-t-elle à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. Dans ce restaurant à Yalta, tu te souviens, Arkhip, on nous l'avait servi plus tendre? Oui, grommela Arkhip, sans quitter son téléphone des yeux. Le service là-bas, bien sûr, c'est autre chose. Mais celle qu'on entendait le plus, c'était Ilona. Ma belle-fille était assise en bout de table, ma table, et versait du vin glacé dans les verres. Elle portait une légère robe blanche qui mettait admirablement en valeur son bronzage, mais ne dissimulait en rien son expression prédatrice. Elle balaya la terrasse du regard, tel un général inspectant un territoire conquis. « Maman, papa, vous n'imaginez pas les plans que nous avons, gazouillait-elle. » Sa voix écorchait les oreilles comme le crissement du métal sur du verre. Matvei et moi avons décidé que ce mur est complètement superflu. Nous allons l'abattre, mettre des baies vitrées. Et ce jardin. Elle fit un geste négligent avec son verre en direction de mes roseraies, que je soignais depuis des années, sélectionnant des variétés résistantes au sel marin. Trop démodées. Tous ces buissons, c'est par terre. Il nous faut du minimalisme. Du béton, du verre, une pelouse. N'est-ce pas, Matvei? Matvei sursauta et hocha la tête précipitamment, enfournant un morceau de pain dans sa bouche. Oui, chérie, comme tu voudras. Je restais figé avec le plat de pastèque. À l'intérieur, quelque part dans la région du plexus solaire, une boule de froid se forma. Il discutait de la destruction de mon travail comme si je n'étais pas là, comme si je faisais partie du décor, un meuble démodé qu'on allait bientôt jeter à la décharge. Clémentina Pavlovna. La voix d'Ilona claqua comme un fouet. Nous n'avons plus de vin. Apportez une autre bouteille du réfrigérateur et des glaçons. Les glaçons ont fondu. Elle ne tourna même pas la tête, se contentant de claquer des doigts dans les airs. Les Zolotariov échangèrent un regard avec un léger sourire à peine perceptible. Dans leur monde, il n'existait que 2 types de personnes, ceux qui sont servis et ceux qui servent. Pour eux, moi, la propriétaire d'une villa valant une fortune, j'étais une sorte de pique-assiette, une parente pauvre qu'on laissait vivre ici par pitié en échange de tâches ménagères.
J'expirais lentement, comptant jusqu'à 3 en moi-même. La colère est mauvaise conseillère. La colère est une émotion, et les émotions détruisent la structure. En tant qu'architecte, je savais que si les fondations se fissurent, on ne peut pas simplement les reboucher avec du plâtre. Mais pour l'instant, je devais sauver la face pour mon fils, pour cette paix fragile que je pensais devoir maintenir. J'arrive, dis-je doucement. Ma voix était calme, sans tremblement. Je posai la pastèque sur la table, pris la bouteille vide et partis dans la fraîcheur de la maison. Là, dans le silence du couloir, je collai mon front contre le mur frais. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes tempes. Patience, Clémentina, me dis-je. Ils partiront dans une semaine. Tu as survécu à la construction dans les années 90, tu as survécu à un divorce, tu as survécu aux crises. Tu survivras à cette impolitesse. En revenant avec le vin, je croisai le regard de Bronislava. Il n'y avait pas de compassion. Non, il y avait une curiosité condescendante, celle avec laquelle on observe un insecte étrange. Et vous, Clémentina, vous faites tout toute seule? Tout toute seule, lança-t-elle. Nous avons du personnel pour ça. Matvei dit que vous n'avez simplement rien à faire à la retraite. C'est pour ça que vous vous démenez. Je ne répondis pas. Je leur versai simplement du vin, sentant une corde invisible se tendre en moi. Se tendre jusqu'au point de rupture. Je dois aller au marché, dis-je soudainement. Les mots sortirent d'eux-mêmes. J'avais besoin de partir, de m'échapper de ce cercle d'humiliation, de respirer un air qui ne soit pas imprégné du poison de l'arrogance. Il n'y a plus de figues fraîches. Et vous aimez les figues avec le fromage, n'est-ce pas? Oh, allez-y, lança nonchalamment Ilona, déjà retournée vers ses parents. Et prenez aussi de ces grosses olives. Mais ne prenez pas les moins chères, comme la dernière fois. Je pris mon sac et sortis, sans même me changer. Le soleil me frappa les yeux, mais c'est ce dont j'avais besoin. Je descendis la ruelle sinueuse vers la mer, passant devant les cyprès qui se dressaient comme des sentinelles. Le bruit des vagues devenait plus fort, étouffant les voix dans ma tête. Ici, parmi les gens simples, parmi les odeurs de maïs grillé, d'épices et de mer, je me sentais habituellement vivante. Le marché bourdonnait. Les marchands attiraient les clients. Ça sentait la nette et le poisson fumé. Je m'arrêtai à l'étal d'une vendeuse que je connaissais pour choisir des figues sombres, violettes, à la peau craquelée de maturité. Je choisissais les meilleurs fruits, par habitude de prendre soin de ceux qui étaient restés à la villa. Et là, dans la poche de ma robe d'été en lin, mon téléphone vibra. Je le sortis, plissant les yeux à cause du soleil. Un message de Matvei. Mon cœur fit un bond. Peut-être avait-il honte? Peut-être voulait-il s'excuser pour le comportement de sa femme. J'ouvris la conversation. Les lettres dansaient devant mes yeux, mais le sens me parvint instantanément, comme un coup de poing dans le ventre. Maman, nous savons que c'est ton appartement à la mer, mais les parents d'Ilona ne se sentent pas à l'aise. Nous voulons être seuls avec eux, discuter des affaires familiales. S'il te plaît, va à l'hôtel jusqu'à la fin de la semaine. Nous paierons la chambre. Je restai figé au milieu de la place du marché. Les gens me contournaient. Quelqu'un me bouscula. En s'excusant, mais je n'entendais rien. Le monde autour de moi était devenu silencieux. Ton appartement à la mer. C'est ainsi qu'il appelait ma maison, ma villa. Pas à l'aise. Dans ma propre maison. Va à l'hôtel. Je relus le message encore une fois. Et encore une fois. Les larmes qui me montaient à la gorge depuis 2 heures disparurent soudainement. Évaporées, comme une goutte d'eau sur un fer à repasser brûlant. À la place de l'offense, à la place de l'amertume d'une mère abandonnée, vint autre chose. Une compréhension froide, cristalline. Je vis la construction de leurs mensonges. Je vis la pourriture dans les piliers de notre relation. Pendant des années, j'avais fermé les yeux sur les fissures, les masquant avec mon amour, mon argent, ma patience. Mais maintenant, le bâtiment s'était effondré, et je n'allais pas rester sur les ruines. Ils veulent être seuls. Ils veulent discuter des affaires familiales dans ma maison, en me mettant à la porte. Eh bien? Je n'ai pas appelé pour crier. Je n'ai pas écrit de longues tirades sur la conscience et la gratitude. Je me sentais comme un chirurgien qui prend un scalpel pour amputer la gangrène. Je tapais un seul mot, compris, et j'appuyais sur envoyer. Puis,
Je fermai la conversation avec mon fils. Je n'ouvris pas une application de réservation d'hôtel. J'ouvris ma liste de contacts et la fis défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas composé depuis 3 ans, mais que j'avais gardé au cas où. Semyon Ilitch. Immobilier de luxe. Le téléphone sonna immédiatement. Je me tenais au milieu du marché, serrant dans une main un sac de figues qu'il n'était pas destiné à goûter, et dans l'autre, le téléphone qui était devenu ma télécommande pour l'explosion. Allô, Clémentina Pavlovna? La voix au bout du fil était surprise. Quelle bonne surprise! Ça fait une éternité. Bonjour, Semyon, dis-je. Ma voix était dure comme le granit dont sont faites les fondations de ma maison. Tu cherches toujours des acheteurs pour une première ligne sur la côte? Toujours, Clémentina, toujours. Un de tes voisins vend? Non, répondis-je, en regardant la mer scintiller au loin. C'est moi qui vends. La falaise d'azur. Et il me faut un acheteur aujourd'hui. J'ai jeté le sac de figues dans la poubelle la plus proche. Les fruits sucrés heurtèrent le fond avec un bruit sourd, et ce son marqua la fin de ma vie passée. Je fis demi-tour et m'éloignai du marché, non pas vers la maison, mais vers la promenade où, derrière les murs de verre de son bureau, comme dans un aquarium, se trouvait Semyon Ilitch. Le bureau de l'agent immobilier m'accueillit avec la fraîcheur de la climatisation et l'odeur de café cher. Semyon, un homme corpulent au regard malicieux et aux cheveux grisonnants, bondit de sa chaise dès que je franchis le seuil. Il me connaissait depuis longtemps. Il se souvenait comment je m'étais battu pour chaque mètre carré de terrain pour la falaise d'azur à la mairie, comment j'avais arraché les autorisations pour les raccordements. Il connaissait la valeur de ma parole. Clémentina. Il me jaugea d'un regard où se lisait la stupéfaction. Ma simple robe en lin et mon absence de maquillage détonnaient clairement avec la détermination dans mes yeux. Sérieusement, la falaise? Ton bébé? Je m'assis dans le fauteuil en face de lui, sans perdre de temps en salutations. Il me faut une visite d'urgence, Semyon. Pas juste une visite. Il me faut une vente aujourd'hui. Semyon se rassit lentement, croisant les doigts sur son ventre. Son flair professionnel, affûté par des décennies de transactions avec de riches capricieux, s'était déjà mis en marche. Aujourd'hui, dans l'immobilier, c'est un concept extensible, Clémentina. D'habitude, ça veut dire ce mois-ci. Tu connais le marché. Les documents, les vérifications, la négociation. Tous mes documents sont en ordre. La maison est clean, aucune charge. Je suis l'unique propriétaire, dis-je sèchement, hachant mes phrases. Je ne veux pas de négociation. Je veux quelqu'un avec de l'argent qui veut cette maison tout de suite. Quelqu'un qui est prêt à payer pour une installation immédiate. Semyon plissa les yeux, étudiant mon visage. Il cherchait des signes d'hystérie, de folie ou de désespoir, mais ne voyait qu'un calcul froid. Il t'est arrivé quelque chose, demanda-t-il prudemment. J'ai commencé une nouvelle vie, répondis-je. Et il n'y a pas de place pour les vieux murs. Tu as un client comme ça? Semyon se mordilla la lèvre, puis se tourna brusquement vers son clavier. Il y en a un. Gerasim. Un promoteur de Moscou. De l'argent fou, un caractère explosif. Il lorgne sur ton terrain depuis longtemps. Il dit que la vue vaut $1 million. Il est en ville en ce moment, cherchant quelque chose de clé en main pour emménager dès demain. Mais c'est un rustre, Clémentina. C'est difficile avec lui. Peu m'importe son caractère s'il a du liquide, tranchai-je. Appelle-le. Dis-lui que la propriétaire est prête à montrer la maison dans 1 heure. Et préviens-le, les conditions de vente sont la libération immédiate des lieux par. Je m'arrêtai une seconde, cherchant le mot juste, par les occupants temporaires. Semyon haussa les sourcils, mais ne posa pas de questions. Il composa le numéro, mit le haut-parleur et me fit un clin d'œil. Allô, Gerasim Vitalievitch? Oui, c'est Semyon. Vous vous souvenez de cette maison sur la falaise? Oui, celle avec les terrasses. La propriétaire est prête. Oui, aujourd'hui, le prix. Il me regarda d'un air interrogateur. J'écrivis un chiffre sur un bout de papier et le lui poussai, un chiffre qui m'assurerait une vieillesse confortable n'importe où dans le monde. Semyon eut un grognement approbateur et annonça la somme. Un rire rauque et puissant s'échappa du téléphone. Si tout est comme tu l'as décrit, je prends sans même voir. On y va. Je serai au portail dans 40 minutes.
Sémion raccrocha. Il a mordu. Maintenant, signons un accord de principe. Pour que tu ne changes pas d'avis quand les émotions retomberont. Je pris le stylo. Ma main ne trembla pas. Je ne signais pas la vente d'une maison. Je signais ma liberté. À chaque trait de plume, je sentais le poids qui pesait sur mes épaules depuis des années s'alléger. Je n'étais plus la mère commode, la cuisinière gratuite ou la pique-assiette. J'étais de nouveau Clémentina Pavlovna Beliaeva, l'architecte de mon destin. Merci, Sémion. Je me levai. On se retrouve à la villa. En sortant du bureau, je regardais mon reflet dans la vitrine. Une femme fatiguée dans une simple robe, avec des mèches de cheveux rebelles. Non, ça n'ira pas. Je ne retournerai pas là-bas en victime. Je reviendrai en maîtresse de la situation. J'entrai dans la boutique voisine. C'était un magasin cher où Ilona, ma belle-fille, n'entrait que pour regarder, se plaignant des prix. Moi, j'y entrais avec assurance. Je n'avais pas besoin d'une robe ou d'un costume. Pas le temps pour ça. J'avais besoin de détails, d'accessoires qui changent la posture. Je choisis un foulard en soie, vert émeraude avec un fil d'or, noble et strict. Je le nouais autour de mon cou, comme je le portais dans ma jeunesse en défendant mes projets devant les commissions. Puis je me dirigeai vers le présentoir de lunettes. Grande, avec une monture en écaille de tortue, elle cachait la fatigue de mes yeux et donnait à mon visage une expression de mystère impénétrable. Après avoir payé par carte, je sortis. Je me sentais différente maintenant. Le tissu sur mon cou rafraîchissait ma peau. Les lunettes sombres créaient une distance entre moi et le monde. J'entrai dans un café du bord de mer, commandai un expresso et m'assis à une table avec vue sur l'horloge de la tour de la ville. Il me restait 30 minutes. Je n'avais pas peur de revenir. Au contraire, j'attendais ce moment. En moi brûlait l'excitation d'un joueur qui connaît les cartes de ses adversaires, alors qu'il ne voit pas les siennes. Je me souvenais de leur visage au déjeuner, de leur mépris, de leur certitude que j'allais docilement faire mes valises et partir pour un hôtel bon marché afin de ne pas déranger leur bonheur familial. Ils pensent contrôler la situation. Ils pensent que je suis faible. Ils se trompent. Je sortis mon téléphone. Il fallait jouer un autre coup. Petit, mais important. Un tir de préparation avant la canonnade. J'ouvris l'application de ma banque, trouvai le relevé de compte où l'on voyait mes versements de pension et l'absence totale de virement de la part de mon fils depuis 3 ans. Puis j'ouvris le dossier de documents dans le cloud. Le scan du titre de propriété. Date d'émission, 2003. Nom du propriétaire, Beliaeva KP. Je sauvegardai ce fichier dans une archive séparée et y mis un mot de passe. Puis j'ouvris la messagerie, trouvai le contact des Zolotariov. Je ne leur avais jamais écrit. J'avais leur numéro au cas où. Je joignis le fichier et ajoutai une légende, un cadeau pour la famille. Je vous donnerai le mot de passe en personne. Envoyé. Le message partit. Les 2 coches s'affichèrent instantanément. J'imaginais les téléphones d'Arkhip et Bronislava biper simultanément là-bas, sur ma terrasse. Ils seraient probablement surpris, feraient la grimace. Ils penseraient que je leur ai envoyé une recette idiote ou des photos de petits-enfants qui n'existaient pas encore. Ils ne pourraient pas ouvrir le fichier maintenant. Mais la graine de la curiosité était semée, et le moment venu, elle germerait en une tempête. Le téléphone vibra de nouveau. C'était Sémion. Gerasim est sur place. Nous partons. Nous serons chez toi dans 15 minutes. Je bus mon café d'une traite. L'amertume sur ma langue me parut douce. Je me levai, ajustai mes lunettes et me dirigeai vers la station de taxi. Il était temps de rentrer à la maison. Une dernière fois, mais pas en tant que servante, mais en tant que glaive vengeur de la justice. Le taxi me conduisait à toute vitesse sur la route sinueuse qui montait vers la falaise d'azur. Je regardais les pins et la mer défiler par la fenêtre, cette mer qui m'avait apporté la paix pendant tant d'années. Aujourd'hui, elle serait le témoin de mon triomphe ou de ma chute. Mais je savais une chose, l'ancienne Clémentina n'existait plus. Elle était restée là-bas, au marché, avec les figues écrasées. La voiture s'arrêta devant le portail. Je vis que l'énorme 4x4 noir de Gerasim était déjà garé à côté. Sémion se tenait là, regardant nerveusement sa montre. Gerasim lui-même, une montagne d'hommes dans un costume en lin couleur sable,
parlait fort au téléphone en faisant les 100 pas le long de la clôture. Je sortis du taxi. Sémion me remarqua et poussa un soupir de soulagement. Gérasime interrompit sa conversation et me fixa. Je m'approchai d'eux sans enlever mes lunettes. « Bonjour, messieurs, dis-je. Veuillez excuser mon retard, Clémentina Pavlovna. » Gérasime eut un grognement, me jaugeant d'un regard appréciateur. « Et Sémion qui disait que vous étiez une petite mamie fragile. Mais je vois une vraie dame d'affaires. J'aime ça. Le temps, c'est de l'argent, Gérasime Vitalievitch, répondis-je, ouvrant le portillon avec ma clé. Je vous en prie, la visite sera courte. Nous entrâmes dans la cour. Du fond du jardin, du côté de la terrasse, parvenait le tintement des verres et le rire bruyant d'Ilona. Il célébrait. Il buvait mon vin, assis dans ma maison, persuadé qu'il m'avait chassé. Je me tournai vers les hommes. J'ai une condition avant que nous entrions, dis-je doucement. Gérasime fronça les sourcils. Laquelle? Dans la maison se trouvent des étrangers. Ils ne sont pas au courant de la vente, et ils sont convaincus d'avoir le droit d'être là. J'ai besoin que vous jouiez le jeu avec moi. Vous n'êtes pas juste un acheteur, vous êtes le nouveau propriétaire qui ne tolère aucune objection. Un large sourire prédateur s'étala sur le visage de Gérasime. Ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Mettre des insolents à la porte? J'aime ça encore plus qu'acheter des maisons. Montrez la voie, Clémentina Pavlovna. Faisons le show. Nous avançâmes dans l'allée vers la maison. Les rires sur la terrasse devinrent plus forts. J'entendais la voix de Matvei, détendue et satisfaite. Oui, papa, excellent toast. À nous. Je montai les marches de la terrasse. Gérasime et Sémion me suivaient comme deux gardes du corps. Le spectacle commence. J'ouvris brusquement les portes vitrées de la terrasse, et le brouhaha festif cessa instantanément, comme si quelqu'un avait débranché une prise. Matvei se figea, un verre levé à la main. Sa bouche s'entr'ouvrit dans une surprise ridicule. Ilona, assise sur les genoux de son mari, glissa lentement sur sa chaise. Ses yeux se plissèrent. Les Zolotariov, Arkhip et Bronislava, restèrent immobiles avec leurs fourchettes en l'air, me regardant comme si un chien errant venait de faire irruption à leur banquet. Mais je ne ressemblais pas à un chien errant. Je me tenais droite, avec mes lunettes noires et mon foulard en soie, et derrière moi se dressaient deux hommes en costume coûteux. Clémentina. Matvei fut le premier à reprendre ses esprits. Sa voix tremblait. Maman, tu es revenue? On s'était mis d'accord. Ilona reprit immédiatement l'initiative. Elle se leva d'un bond, ajusta sa robe et afficha ce même sourire faux et mielleux qu'elle utilisait pour les parents gênants. Clémentina Pavlovna gazouilla-t-elle en s'avançant, essayant de cacher la table couverte de mets à moitié mangés. Vous avez probablement oublié quelque chose. Une valise, un passeport. Nous pensions que vous étiez déjà en train de vous installer à l'hôtel. Nous vous avons viré l'argent pour le taxi. Elle fouilla dans son sac à main accroché au dossier de la chaise. Je connaissais ce geste. Elle allait sortir quelques billets, froissés en une boule négligente, et essayer de me les fourrer dans la main, comme à une mendiante insistante, pour que je disparaisse au plus vite. Ses parents, les Zolotariov, observaient la scène avec un hochement de tête approbateur. Pour eux, c'était une procédure normale, payer pour se débarrasser d'un problème. Oui, gronda Arkhip Zolotariov, sans se lever. Ce n'est pas bien, ma chère belle-mère. Un accord est un accord. Les jeunes voulaient être seuls, et vous voilà avec des invités. Il fit un geste dédaigneux avec sa fourchette en direction de Gérasime et Sémion. C'est qui, ça, d'ailleurs? Vos cavaliers de la maison de repos? Bronislava gloussa, couvrant sa bouche d'une serviette. Arkhip, voyons. Peut-être que ce sont des porteurs? Clémentina Pavlovna, laissez-les prendre vos affaires dans le hall, et ne gâchons pas la soirée. Je restai silencieuse. Je les regardais simplement à travers les verres sombres de mes lunettes. Je vis Ilona sortir l'argent, un billet rouge de 5000 roubles, et me le tendre avec l'air d'une bienfaitrice. Tenez, prenez ça pour un dîner au restaurant, dit-elle à voix haute, pour que ses parents entendent sa générosité. Et partez. Vraiment, nous n'avons pas le temps pour vous maintenant. Nous avons un conseil de famille. Matvei, mon fils, était assis, la tête baissée. Il ne me regardait pas.
Il faisait tourner le pied de son verre entre ses doigts, comme s'il espérait qu'en le faisant tourner assez longtemps, je disparaîtrais. « Maman, s'il te plaît, murmura-t-il, à peine audible. Ne nous fais pas honte. Va-t'en. » Ce va-t'en résonna comme un coup de feu. Silencieux, avec un silencieux, mais mortel. Il avait choisi son camp. Définitivement et sans retour. Je retirai lentement mes lunettes. Mon regard était sec et calme. Pas de larmes, pas de supplications. Juste de l'acier froid. J'ignorais le billet tendu par Ilona, passé devant elle comme si elle était invisible, et me plaçait au centre de la pièce. « Gerasim Vitalievitch, dis-je d'une voix forte et claire, en m'adressant à mon compagnon. Entrez, ne vous gênez pas. » Gerasim, massif et bruyant, s'avança, bousculant Ilona de l'épaule, si bien qu'elle faillit perdre l'équilibre. Il inspecta le grand salon, inondé de la lumière dorée du crépuscule, d'un air de propriétaire. « Pas mal, gronda-t-il. Sa voix remplit tout l'espace, couvrant le bruit des vagues. Les plafonds sont hauts, il y a de l'air. J'aime quand il y a de l'air. Ilona suffoqua d'indignation. « Mais qui êtes-vous » cria-t-elle. « Comment osez-vous entrer par effraction dans une maison privée ? Matvei, fais quelque chose. Appelle la police. » Matvei se leva, hésitant, mais se dégonfla aussitôt face à la carrure de Gerasim. « Excusez-moi, mais c'est une propriété privée, commença-t-il, peu assuré. « Exactement, aboya Arkhip Zolotariov, se levant de toute sa hauteur. Son visage devint rouge. « C'est la maison de ma fille et de mon gendre. Allez, fichez le camp d'ici avant que j'appelle la sécurité du quartier. Et vous aussi, Clémentina, vous avez complètement perdu la tête à votre âge, à ramener des inconnus ici. » Je me tournai vers Gerasim, ignorant complètement les cris de mes beaux-parents et de ma belle-fille. Comme vous pouvez le voir, le salon bénéficie d'une excellente luminosité naturelle, continuai-je calmement ma visite, en montrant les baies vitrées. L'agencement est ouvert, mais les zones sont clairement délimitées. La cuisine salle à manger se prolonge en un coin salon. Gerasim sourit, comprenant le jeu. Il s'approcha du mur, le tapota avec les jointures de ses doigts, puis frappa le parquet du pied. « Du solide, approuva-t-il. Ce n'est pas du placo, on sent la pierre. Et la vue ? Montrez-moi la vue du balcon. Bien sûr, hochai-je la tête. Par ici, je vous prie. » Nous nous dirigeâmes vers la sortie du balcon, passant droit à travers le groupe de parents médusés. Ilona m'attrapa par le coude. Ses doigts s'enfoncèrent dans ma peau. Ses longs ongles me griffèrent l'avant-bras. « Qu'est-ce que tu fabriques » me siffla-t-elle au visage, oubliant son masque de politesse. Ses yeux étaient pleins de fureur et de peur. « Tu es devenue folle ? Devant mes parents ? Tu veux tout gâcher ? Je t'ai dit de dégager. » Je baissai lentement le regard sur sa main sur mon coude, puis le relevai vers son visage. « Enlève tes mains, dis-je doucement, mais avec une telle intonation qu'Ilona retira sa paume comme si elle s'était brûlée. « Et ne dérange pas la visite. »« La visite » répéta Bronislava en clignant des yeux. « Quelle visite ?» Je me tournai vers elle, puis vers Arkhip, puis vers Matvei et, enfin, je regardai de nouveau Gerasim. « Gerasim Vitalievitch, dis-je à voix haute pour que tout le monde entende. Comment trouvez-vous la maison ? » Je prends, répondit-il sèchement, les mains dans les poches de son pantalon. L'endroit est magnifique. La maison est solide. Nous avons discuté du prix. Je vire l'argent tout de suite si les clés sont sur la table dans une heure. Un silence s'abattit sur la pièce, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. On n'entendait que le bourdonnement d'une mouche qui se cognait contre la vitre. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends, murmura Ilona. Son visage commença à perdre ses couleurs, devenant gris sous sa couche de fond de teint. Je souris. Ce n'était pas le gentil sourire d'une mère. C'était le sourire d'un joueur d'échecs qui met son adversaire échec et mat. Ça veut dire, chère belle-fille, dis-je en détachant chaque mot, que cette maison est vendue. Et comme vous pouvez le voir, les occupants actuels, je les désignais d'un geste de la main, sont des squatteurs temporaires, et ils libéreront les lieux dans l'heure. Tu ne peux pas, cria Ilona, se tournant vers ses parents. Maman, papa, elle délire. Elle est sénile. Elle croit qu'elle vend notre maison. Arkhip Zolotariov fronça les sourcils. Ses sourcils épais se rejoignirent sur son nez. Il me regarda, puis sa fille,
puis Matvei, qui était devenu plus blanc qu'un linge. Ilona, dit-il d'une voix lourde. De quoi parle-t-elle? Pourquoi appelle-t-elle cette maison la sienne? Ilona commença à s'agiter. Papa, ne l'écoute pas. Elle est juste enregistrée comme propriétaire nominale pour les impôts. Tu sais bien comment ça se passe. Nous payons l'hypothèque. Nous avons investi des millions ici. C'est notre maison. Nominale, répéta Gerasim avec ironie. Madame, j'ai vu les documents il y a une demi-heure. C'est écrit noir sur blanc. Beliaeva Clémentina Pavlovna. Propriétaire unique. Pas de charge, pas d'hypothèque, pas de part. C'est clair comme de l'eau de roche. Ilona ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Elle cherchait frénétiquement un nouveau mensonge, mais la toile qu'elle tissait depuis des années commençait à se déchirer sous le poids de la vérité. Je m'approchai de la table basse où se trouvait un seau à champagne. À côté, il y avait mon dossier que j'avais apporté du bureau de Sémion. Je l'ouvris, sortis l'original du titre de propriété, un papier épais avec des filigranes et un sceau officiel, et le posai juste sous le nez d'Arkhip Zolotariov. Lisez, Arkhip, dis-je. Vous êtes un homme de la vieille école, vous croyez plus aux documents qu'aux mots. Arkhip prit la feuille lentement, comme à contre-cœur. Ses mains, de grosses mains de travailleur qui avait bâti son entreprise lui-même, tremblaient légèrement. Il mit les lunettes qui pendaient à une chaîne sur son cou, lut, leva les yeux vers sa fille, puis de nouveau vers le papier. Beliaeva, lut-il à voix haute. Base. Contrat de vente de terrain de 2001, acte de mise en service de la maison d'habitation de 2005. Il baissa le papier. Il faisait soudain très froid dans la pièce, malgré la chaleur. Ilona, la voix d'Arkhip était calme, mais d'autant plus effrayante. Tu nous as dit que vous aviez acheté cette maison avec Matvei il y a 3 ans. Tu as dit que vous aviez pris un énorme crédit. Tu pleurais et demandais de l'aide pour le premier versement. Papa, Ilona recula. Nous vous avons envoyé de l'argent tous les mois, continua Arkhip, sa voix gagnant en puissance, comme une avalanche. 150 000 roubles. Tous les mois. Pendant 3 ans, pour rembourser l'hypothèque. Je restais silencieuse. Je n'avais rien à ajouter. La vérité faisait son travail, détruisant leur monde illusoire. Où est l'hypothèque, Ilona, aboya Arkhip, frappant la table de sa paume, faisant sauter les verres. Où est le crédit? Si la maison a été construite il y a 20 ans et appartient à sa mère? Je regardais Matvei. Il avait le visage dans les mains. Maman, il n'y a pas d'hypothèque, dis-je doucement, regardant Bronislava droit dans les yeux. J'ai construit cette maison avec mon argent. Je ne vous ai jamais demandé un centime. Je n'ai jamais reçu un rouble de votre part. Le silence explosa. Arkhip Zolotariov devint lentement pourpre. Cette couleur montait de son cou à son visage, comme le mercure dans un thermomètre, annonçant une explosion. Il passa son regard du document à sa fille, puis à son gendre, qui cachait toujours son visage dans ses paumes. 150 000 ralatait-il, tous les mois, pendant 3 ans. Ça fait plus de 5 millions de roubles. Où est cet argent, Ilona? Ilona, acculée, tenta de contre-attaquer. C'était sa tactique habituelle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Papa, tu ne comprends pas. Cria-t-elle, sa voix se brisant en un couinement. La maison avait besoin d'investissement. Des rénovations. Nous avons fait des rénovations. Tu as vu ce carrelage? Ces fenêtres? Tout ça coûte de l'argent. Nous avons changé les canalisations. Le toit. Je ne pus m'empêcher de sourire. Un petit rire sec m'échappa. Des rénovations, demandai-je en m'approchant du mur et en passant la main sur le crépi texturé. Ilona. Ce crépi a été appliqué en 2010. Un travail italien fait à la main. Il est en parfait état, parce que je m'en occupe. Le carrelage au sol. Collection 2008. Les fenêtres, je les ai installées il y a 5 ans, avant votre mariage. Il n'y a eu aucune rénovation ici. Pas un seul clou n'a été planté avec votre argent. Tu mens, cria Ilona en me pointant du doigt avec sa manucure parfaite. Tu n'es qu'une vieille avare. Silence, aboya Arkhip, si fort que le lustre tinta. Il s'avança vers sa fille, la dominant comme un rocher.
N'ose pas insulter la femme dans la maison de laquelle tu vis en nous mentant en face. Des rénovations, dis-tu? Des canalisations? Je suis dans le bâtiment, Ilona. Je vois quand une maison a été rénovée et quand elle n'a pas été touchée depuis 10 ans. Tu nous as pris pour des idiots. Bronislava, qui était restée silencieuse sous le choc, se mit soudain à sangloter et se prit le cœur. Ilonochka, ma petite chérie, comment as-tu pu? Nous avons mis de côté. Nous avons pris sur la retraite de papa. Nous pensions que vous aviez du mal. Matvei retira enfin ses mains de son visage. Il était livide. Je ne savais pas, murmura-t-il, regardant son beau-père avec horreur. Arkhip Petrovitch, je le jure, je n'étais pas au courant pour l'argent. Ilona disait que vous nous aidiez juste pour les courses, pour la vie de tous les jours. Je ne connaissais pas les montants. Je pensais que c'était des cadeaux. Des cadeaux? Rugit Arkhip. Des cadeaux de la taille du salaire d'un cadre supérieur. Tu es un homme ou quoi? Tu ne vois pas d'où viennent les nouveaux manteaux de fourrure de ta femme, ces voitures, ces voyages aux Maldives, pendant que tu restes à ton poste de chercheur junior? Tu pensais que tout ça tombait du ciel? Matvei se recroquevilla. Il était vraiment aveugle, ou voulait l'être. Il était confortable pour lui de ne pas poser de questions, de vivre dans le confort créé par sa femme sans penser d'où venaient les fonds. Il m'avait trahi par son silence et son inaction. Mais je voyais maintenant qu'il n'était pas complice du vol, mais un instrument entre les mains d'Ilona, tout comme ses parents. Un instrument stupide et faible. Bon, les règlements de comptes familiaux, c'est fascinant, bien sûr. La voix forte de Gerasim coupa la tension. Il était appuyé contre le chambranle de la porte, observant la scène avec intérêt, un cure-dent à la bouche. Mais mon temps, c'est de l'argent. Je suppose que la vente est toujours d'actualité? Où dois-je appeler mes gars pour aider à l'expulsion? J'ai une équipe de démolisseurs sur le qui-vive. Ils voulaient commencer à casser un mur demain matin. Les mots sur la démolition eurent un effet de douche froide sur les Zolotariov. Ils réalisèrent soudain la réalité de la situation. Ils se trouvaient dans la maison de quelqu'un d'autre, qui venait d'être vendu. Et le nouveau propriétaire n'était pas le genre de personne avec qui on discute. La démolition, répéta Bronislava, regardant Gerasim avec horreur. Demain? Mais où irons-nous? Nos billets ne sont que dans 3 jours. Ce ne sont pas mes problèmes, madame, dit Gerasim en écartant les bras. L'hôtel un touriste au centre-ville. Chambre de luxe. Vue sur la mer. Tout ce que vous aimez. Je vous appelle un taxi? Arkhip s'affala lourdement sur une chaise. Toute son arrogance, toute sa suffisance s'était évaporée. Devant nous se tenait un vieil homme fatigué et trompé, qui venait de comprendre qu'il avait élevé un monstre. Clémentina Pavlovna, pour la première fois, il s'adressa à moi par mon nom et patronyme avec respect, et non avec mépris. Pardonnez-nous. Nous avons été induits en erreur. Nous pensions. Vous pensiez que j'étais une parente pauvre, vivant au crochet de votre fille si brillante, terminai-je pour lui, durement. Vous pensiez que c'était vous qui me nourrissiez, et non moi qui vous offrais un toit. Vous vous êtes permis de m'humilier dans ma propre maison parce que vous pensiez que celui qui paie commande. Mais vous ne me payez pas moi, vous payez pour un mensonge. Arkhip hocha la tête, reconnaissant chaque mot. Il n'avait rien à objecter. Vous avez raison. Nous sommes coupables. Nous allons faire nos valises tout de suite. Papa. Ilona se jeta sur lui, l'attrapant par le bras. Quoi, tu abandonnes? Tu vas la laisser nous mettre dehors? C'est juste une mise en scène. Elle bluffe. Elle n'a rien vendu à personne. Elle se tourna vers moi. Ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse. Tu ne vendras pas cette maison. Tu n'oseras pas. C'est l'héritage de Matvei. Tu es obligé de le lui laisser. Obligé. Je m'approchai tout près d'elle. J'étais obligé d'élever un fils. Je l'ai fait. J'étais obligé de lui donner une éducation. Je l'ai fait. Mais je ne suis pas obligé de sponsoriser son manque de courage et ta cupidité. Cette maison est mon fonds de pension, Ilona. Et je viens de l'encaisser. Semyon. Je fis un signe de tête à l'agent immobilier. Sors le contrat de vente. Gerasim Vitalievitch, nous signerons ici même, sur la table. Pendant que les invités font leur bagage.
Sémion, qui était resté une ombre silencieuse tout ce temps, sortit rapidement un dossier de sa mallette et étala les papiers sur la table, repoussant une assiette de poisson à moitié mangée. Un stylo. Voilà. Il tendit un stylo plume coûteux à Gérasime. Gérasime s'approcha de la table, parcourut rapidement le texte, eut un grognement et signa d'un geste large. C'est fait. L'argent est parti. Vérifiez votre compte, Clémentina Pavlovna. Mon téléphone bipa. Je le sortis. Notification de la banque. Une somme à 6 €. L'argent est arrivé, dis-je en montrant l'écran à Ilona. Maintenant, cette maison n'est officiellement plus la mienne, et encore moins la vôtre. Vous avez 45 minutes pour libérer les lieux. Le temps presse. Ilona restait là, fixant l'écran du téléphone comme hypnotisée. Son monde s'effondrait. Pas seulement la maison au bord de la mer. C'était son stratagème qui s'effondrait, sa source de revenus, son statut. Non, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas possible. Et c'est là que Matvei fit quelque chose que je n'attendais pas de lui. Il se leva, s'approcha d'Ilona, la prit par les épaules. Ilona, dit-il, où est l'argent de tes parents? Elle se débattit, essayant de se libérer. Lâche-moi. Pas maintenant, tu ne vois pas qu'on nous met dehors? Au diable la maison, cria Matvei. Pour la première fois de sa vie, il élevait la voix sur sa femme. Où sont les 5 millions? En quoi les as-tu dépensés? Pour nous, cria-t-elle. Pour ta voiture, pour tes vêtements, pour que tu n'aies pas l'air d'un clochard à côté de mes amis, pour que nous vivions comme des gens normaux. Ma voiture est à crédit, hurla Matvei. Je la paie avec mon salaire. Tu as dit que tu n'avais ajouté que pour le premier versement. Et le reste, intervint Arkhip. Les restaurants, les fringues, tes cours interminables de développement personnel à Dubaï? Oui. Oui, je voulais vivre une belle vie. Et vous? Vous êtes des radins. Vous avez des millions sur vos comptes, et vous rechignez pour votre fille unique. Ilona éclata en crise de larmes, étalant son mascara sur son visage. J'y ai droit. Je suis l'héritière. Tu es une voleuse, dit Arkhip. Lourdement, comme une sentence. Tu as volé tes parents. Tu as menti à ton mari. Tu as humilié sa mère. Il se tourna vers Matvei. Fais tes valises, fiston. Tu viens avec nous à l'hôtel? Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Matvei hocha la tête. Il avait l'air brisé, mais quelque chose de nouveau était apparu dans ses yeux, une sorte de révélation. Mais Ilona n'allait pas abandonner. Elle voyait qu'elle perdait le contrôle sur tout le monde, ses parents, son mari, la situation. Elle avait besoin d'un atout. Le dernier, le plus puissant, celui qui bat toutes les cartes. Elle se redressa, essuya ses larmes du revers de la main et nous regarda tous avec le sourire triomphant d'une folle. Vous ne pouvez pas me mettre dehors, dit-elle doucement mais distinctement. Et toi, Matvei, tu ne partiras nulle part. Et vous, papa, vous ne m'abandonnerez pas. Et pourquoi ça, demanda Gérasime, croisant les bras sur sa poitrine. Ce théâtre lui plaisait manifestement. Ilona posa une main sur son ventre plat. Parce que je suis enceinte, cria-t-elle. Vous allez avoir un petit-fils, un héritier. Vous n'allez pas mettre une femme enceinte à la rue. Clémentina, tu vas devenir grand-mère. Tu n'oseras pas. Le silence s'abattit de nouveau sur la pièce. Matvei se figea. Sa bouche s'entr'ouvrit. Dans ses yeux, une lueur d'espoir s'alluma. L'espoir que tout pouvait encore être arrangé, qu'il y avait une raison de supporter, que ce cauchemar avait un bon côté. Enceinte, murmura-t-il. Ilona, c'est vrai? Bronislava poussa un cri étranglé et porta ses mains à sa poitrine. Arkhip se figea. Sa colère trébucha un instant sur la valeur éternelle de la continuation de la lignée. Je regardais Ilona, sa posture, ses yeux qui parcouraient les visages des personnes présentes, évaluant les faits. Et je savais tout simplement. J'expirais lentement, regardant droit dans les yeux triomphants d'Ilona. Elle se tenait dans la posture d'une martyre, protégeant la chose la plus sacrée, et cette posture était impeccable. Trop impeccable. Enceinte, répéta Matvei, faisant un pas hésitant vers elle. Sa voix tremblait d'un mélange d'espoir et de peur. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je voulais faire une surprise, sanglota Ilona,
passant instantanément en mode future mère fragile. Je gardais cette nouvelle pour un moment spécial, quand nous serions tous en famille. Et vous? Vous me causez un tel stress. C'est mauvais pour le bébé. Bronislava s'était déjà précipitée vers sa fille, oubliant les millions volés. L'instinct de grand-mère était plus fort que la logique. Oh, ma chérie, tu ne dois pas t'inquiéter. Arkhip, dis quelque chose. Nous ne pouvons pas lui faire ça. Arkhip se tenait là, les sourcils froncés. Son visage était toujours rouge de colère, mais la nouvelle l'avait clairement décontenancé. Il était un homme de tradition. Un petit-fils, c'est sacré. Un petit-fils pouvait racheter les péchés de sa fille. Gerasim se balança d'un pied sur l'autre, regardant sa montre. Bon, la Santa Barbara continue, grommela-t-il. Mais j'ai un emploi du temps. Clémentina Pavlovna, que décidons-nous? On expulse la future mère ou quoi? Tous les regards se tournèrent vers moi. Ilona avec défi, Matvei avec supplication, les Olotariov avec attente. Ils attendaient que je cède, que le mot grand-mère fasse fondre mon cœur, me fasse oublier l'humiliation et le mensonge. Mais je ne les regardais pas, je regardais la table. Là, parmi les restes du somptueux déjeuner, se trouvait une bouteille de brut millésimée vide et une deuxième entamée. Et à côté de l'assiette d'Ilona, un verre au fond duquel restaient quelques gouttes de liquide doré. Je m'approchai lentement de la table, pris la bouteille par le goulot. Le verre était tiède. C'est étrange, Ilona, dis-je, et ma voix résonna dans le silence comme un coup de gong. Très étrange. Qu'est-ce qui est étrange, rétorqua-t-elle, mais une lueur de panique traversa ses yeux. Un régime étrange pour une femme enceinte. Je levai la bouteille plus haut, montrant l'étiquette. Brut impérial. Teneur en alcool, 12 degrés. Tu as bu presque toute la bouteille pendant le déjeuner. Je t'ai resservi 2 fois moi-même. Et tu en demandais encore. Ilona pâlit. C'est sans alcool, bafouilla-t-elle. Non, ma chère, je secouai la tête. C'est un vin de collection de ma cave. Je connais chaque bouteille, et tu connais parfaitement le goût de l'alcool. Tu as bu, ri et demandé à être resservi. Une femme enceinte qui se soucie de son enfant ne s'enfilerait pas un litre de champagne en pleine chaleur. Matvei regarda la bouteille dans ma main, puis le verre vide de sa femme, puis son visage. Tu as bu, dit-il d'une voix sourde. J'ai vu, tu as bu 3 verres. Ilona, tu mens. Encore. J'ai juste goûté, cria-t-elle en reculant. Une gorgée pour l'ambiance. Les médecins autorisent. Les médecins autorisent à se saouler jusqu'à avoir des taches rouges sur le cou, demanda Arkhip. Il s'approcha de sa fille, lui saisit le menton et la regarda dans les yeux. Souffle, aboya-t-il. Ilona se débattit, se libérant, et par ce mouvement, se trahit complètement. L'odeur d'alcool dans la pièce chaude était déjà perceptible, mais elle devint maintenant une preuve. Tu n'es pas enceinte, dit Arkhip avec dégoût, en s'essuyant la main sur son pantalon. Tu n'es qu'une sale menteuse, prête à spéculer même sur un enfant à naître pour sauver ta peau. C'était une erreur, sanglota Ilona, tombant sur une chaise. Je pensais être enceinte. J'ai un retard. Je n'ai pas fait de test, mais je le sentais. Assez, la coupa Arkhip. Il se tourna vers Matvei. Fiston, écoute-moi attentivement. Je suis un homme dur, mais juste. Cette femme, il désigna sa fille en larmes, elle est malade de cupidité et de mensonges. Elle nous a volés. Elle a humilié ta mère. Elle a inventé un enfant pour nous manipuler. Il fit une pause, respirant lourdement. Si tu pars avec elle maintenant, si tu lui pardonnes ça, tu es mort pour moi. Je la déshérite. Je ferme tous ses comptes. Elle ne recevra pas un centime de moi, et toi, si tu restes avec elle, tu vivras avec ton salaire de laborantin et tu paieras ses dettes. Et des dettes, j'en suis sûr, il y en a beaucoup. Matvei était comme assommé. Il regardait sa femme, qui s'était transformée en une créature pitoyable et hystérique, étalant sa mort sur son visage. Il me regardait, moi, calme, droite, debout à côté des nouveaux propriétaires de la maison. Il regardait son beau-père, lui offrant un choix entre l'honneur et l'abîme. Matvei, hurla Ilona, tendant les bras vers lui. Ne les écoute pas. Je t'aime. Nous nous en sortirons.
Ils veulent juste nous séparer. Nous séparer, répéta doucement Bronislava. Elle s'approcha de son gendre et lui prit la main. Ses yeux étaient pleins de larmes. Matvei, mon chéri, écoute-moi. Je suis une mère, et ça me fait mal de dire ça de ma propre fille. Mais elle va te détruire. Elle a déjà commencé. Fuis, fiston, divorce. Renvoie-la chez nous. Nous nous occuperons d'elle. Nous la ferons soigner ou nous l'enverrons au monastère, je ne sais pas, mais sauve-toi. Matvei regarda sa belle-mère. Il y avait dans ses yeux une telle douleur sincère et une telle peur pour lui que sa dernière défense s'effondra. Il libéra lentement sa main de l'emprise d'Ilona, qui avait réussi à s'agripper à sa manche. « Je demande le divorce, dit-il. » Sa voix était basse, mais ferme. Pour la première fois depuis des années. « Quoi ?» Ilona se figea. « Je demande le divorce, répéta-t-il plus fort. Je ne crois plus un seul de tes mots. J'en ai marre d'être un idiot. » Il se tourna vers moi. « Maman, pardonne-moi. J'étais aveugle. » Je hochai la tête. J'avais envie de le serrer dans mes bras, comme quand il était enfant. Mais ce n'était pas le moment pour les sentiments. La leçon devait être apprise jusqu'au bout. « Je te pardonne, mon fils, mais la maison est vendue, et tu devras partir avec eux. » Je comprends, il baissa la tête. « J'irai à l'hôtel. J'ai besoin de réfléchir. » Excellent, applaudit Gerasim. Le drame est terminé, la fin est claire. Et maintenant, à la porte, messieurs dames. Mon équipe attend. Arkhip prit silencieusement Ilona par le coude, qui résistait. Bronislava attrapa son sac à main. Matvei prit sa veste. Ils se dirigèrent vers la sortie. Ilona criait, nous maudissait tous, menaçait de poursuites judiciaires, mais son père la traînait avec la force implacable d'un bulldozer. 5 minutes plus tard, leur voiture, après un crissement de pneus, quitta le portail. Le silence revint sur la terrasse. Il ne restait que moi, Sémion, Gerasim et le bruit de la mer. Alors, la patronne, me fit un clin d'œil. Gerasim en sortant un cigare. Joli travail, digne d'un film. L'argent est sur le compte, les documents sont signés. Quand me donnerez-vous les clés? Je m'approchai de la balustrade de la terrasse. Le soleil se couchait dans la mer, colorant l'eau d'un or en fusion. Cette vue valait tout l'argent du monde, et je compris que je ne pouvais pas la céder. Pas maintenant, pas comme ça. Gerasim Vitalievitch, je me tournai vers lui. Et si nous réécrivions la fin? Gerasim Vitalievitch tira lentement sur son cigare, libérant un épais nuage de fumée que la brise marine emporta aussitôt. Il me regardait avec un plissement des yeux qui ne trahissait pas de l'irritation, mais plutôt l'intérêt professionnel d'un joueur de poker expérimenté. Réécrire la fin, répéta-t-il, secouant la cendre par-dessus la balustrade, directement sur mes rosiers préférés. N'importe quel autre jour, j'aurais fait une remarque, mais aujourd'hui, cela semblait si insignifiant. Clémentina Pavlovna, vous comprenez bien que nous ne sommes pas au théâtre. Les signatures sont apposées, l'argent est parti. D'un point de vue juridique, vous vous tenez actuellement sur mon balcon. Sémion Ilitch, mon vieil ami agent immobilier, devint nerveux. Il commença à essuyer ses lunettes embuées avec le PAN de sa veste, jetant un regard effrayé de moi à son imposant client. Clémentina, chuchota-t-il, qu'est-ce que tu as en tête? La vente est conclue. L'enregistrement au cadastre n'est qu'une formalité. Mon assistant a déjà envoyé les scans. On ne peut pas simplement. Si, on peut le couper sans quitter Gerasim des yeux. La transaction est encore en cours de traitement. Nous pouvons faire un retour pour virement erroné ou une annulation de contrat par consentement mutuel, dès maintenant. Pourquoi? Gerasim s'appuya sur ses coudes sur la balustrade, me dominant de sa stature. Vous avez obtenu un excellent prix. Vous vous êtes débarrassé d'un fardeau. Pourquoi voudriez-vous de cette maison où chaque recoin pue maintenant la trahison? À votre place, je prendrais l'argent et je m'envolerais pour Bali. Je regardais la mer. Elle commençait à s'assombrir, passant du bleu azur à un noir d'encre. Cette maison ne pue pas la trahison, Gerasim Vitalievitch. Elle sent mon travail, ma vie. La trahison était dans les gens, pas dans les murs. Les gens sont partis, les murs sont restés, et je ne veux pas les perdre. Je me tournai vers lui et redressai le dos.
J'ai vendu la maison pour brûler les ponts, pour que mon fils et sa femme n'aient plus l'illusion d'avoir un endroit où retourner, pour que je n'ai plus de voie de repli vers le rôle de la mère commode. Ce spectacle était nécessaire, mais le rideau est tombé. Sémion poussa un son étranglé, semblable à un gémissement. Clémentina, mets ma commission. J'ai travaillé. Ta commission, tu la garderas, Sémion, le rassurai-je. Je te paierai le pourcentage complet. Considère cela comme la rémunération pour le meilleur second rôle. Sémion se tut immédiatement, le visage illuminé. Tout dépendait maintenant de Gérasime. Il pouvait s'obstiner. Il pouvait me mettre à la porte et il serait dans son droit. Je risquais tout, en allant au-delà de mes limites une deuxième fois ce soir-là. Et quel est mon intérêt, demanda Gérasime, me regardant droit dans les yeux. J'ai perdu mon temps. J'ai conduit jusqu'ici. Je plaçais déjà mentalement des tables de billard. Vous me proposez de simplement partir? Je vous propose le remboursement intégral de la somme, dès maintenant, dis-je fermement. Plus 5% en plus, pour le dérangement, pour votre temps et pour le plaisir que vous avez eu à expulser ma belle-fille. J'ai vu que ça vous a plu. Gérasime eut un grognement. Les coins de ses lèvres tremblèrent. 5%, c'est généreux, mais un peu léger pour le rêve brisé d'une maison au bord de la mer. Tout se contracta en moi. S'il refusait, je serais une femme riche, mais sans abri. Je perdrais mon ancre. 10, dis-je. C'est mon dernier mot. C'est une somme énorme pour une heure de votre temps. Gérasime éclata de rire, un rire fort et retentissant, si bien que les mouettes s'enfuirent du toit. Il frappa la balustrade de sa paume. Une dame de fer. Architecte, dites-vous? Je vois que vous avez du cran. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et sortit le contrat que nous avions signé 20 minutes plus tôt. Il le fit tourner entre ses mains. Vous savez, Clémentina Pavlovna, j'ai tout de suite compris que vous ne vendiez pas vraiment. Quoi, clignai-je des yeux, surprise. Les yeux. Il se tapa l'index sur la tempe. Je suis dans les affaires depuis 30 ans. Je reconnais les gens qui veulent se débarrasser d'un bien et ceux qui sont prêts à se battre bec et ongle pour ce qui leur appartient. Quand vous me montriez la maison, vous caressiez les murs. Vous regardiez cette vigne comme si c'était vos enfants. Les vendeurs ne font pas ça. Il déchira le contrat en deux. Avec un bruit sec, le papier se transforma en deux moitiés inutiles. Puis il les plia et les déchira à nouveau. Je ne suis pas un charognard, dit-il sérieusement, en jetant les morceaux dans un cendrier. J'ai vu que vous étiez acculé, et j'ai décidé de jouer le jeu. Votre belle-fille ne m'a pas plu dès le début. Je vois à travers ce genre de personnes. Une coquille vide dans un bel emballage. Considérez donc cela comme ma contribution à la restauration de la justice. Je restais là, incapable d'y croire. La tension qui m'avait tenu ces dernières heures commença à se dissiper, et mes genoux se mirent à trembler. Vous renoncez à la pénalité? Aux 10%? Bien sûr que non, je ne suis pas idiot, sourit-il. Vous me verserez l'indemnité. Les affaires sont les affaires. Mais la maison est à vous. Sémion, annule la transaction. Dis à la banque qu'il y a eu une erreur technique dans les coordonnées. Sémion hocha vivement la tête, composant déjà un numéro sur son téléphone. Gérasime me tendit la main. Sa paume était immense et chaude. Ravi de faire affaire avec une femme intelligente. Et maintenant, si vous le permettez, je boirai un verre de ce fameux brut que votre belle-fille enceinte n'a pas fini. À la victoire. Je lui serrai la main. Avec plaisir, répondis-je. Je vais ouvrir une nouvelle bouteille. Celle-là était vantée. Nous retournâmes dans le salon. La maison était de nouveau la mienne. Le silence, qui semblait auparavant effrayant, était maintenant une bénédiction. Mais dans ce silence, un son strident et insistant retentit soudain. C'était mon téléphone, laissé sur la table, qui sonnait. Le nom Matvei s'affichait à l'écran. Le téléphone vibrait sur la surface polie de la table, comme une créature vivante réclamant de l'attention. Matvei. Le nom pulsait sur l'écran, suscitant en moi une gamme complexe de sentiments, de l'inquiétude maternelle habituelle à un nouveau détachement froid. Gérasime, tenant déjà une coupe de champagne frais, fit un signe de tête vers le téléphone. Vous allez répondre? Ou le laisser mariner un peu? Je pris le téléphone, mais ne me pressez pas d'appuyer sur accepter.
Laissons-le mariner, répondis-je en rejetant l'appel. Un peu de silence lui fera du bien. Mais le téléphone se remit à sonner, encore et encore. L'insistance avec laquelle il essayait de me joindre indiquait qu'un autre acte du drame se jouait en dehors de ma maison. La 4e fois, je répondis finalement, en mettant le haut-parleur. Maman. La voix de Matvei était confuse. En arrière-plan, on entendait le bruit de la route et des cris de femmes. Maman, tu m'entends? C'est un enfer. Je t'entends, Matvei, répondis-je calmement, en prenant une gorgée de brut glacé. Que s'est-il passé? Ils ne vous ont pas laissé vous enregistrer à l'hôtel? Quel hôtel? On n'y est même pas arrivé. Il criait presque. Son père. Arkhip Petrovitch a arrêté la voiture en pleine autoroute. Il a fait descendre Ilona. Je haussai les sourcils de surprise, croisant le regard de Gerasim. Celui-ci eut un grognement approbateur. Fait descendre, répétai-je. En plein sur la route? Oui, ils se sont disputés tout le long du trajet. Ilona criait qu'ils n'avaient pas le droit, qu'elle leur ferait un procès pour tout leur argent. Elle a insulté Bronislava, l'a traitée de vieille folle qui ne comprend rien à la vie. Et c'est la Kharkiv a freiné brusquement. Il a ouvert la portière, a jeté sa valise sur le bas-côté et a dit « Marche, ça te remettra peut-être les idées en place. » En fond sonore, j'entendis la voix de Bronislava, tremblante et faible. « Matvei, mon fils, donne-moi de l'eau. » Mon cœur. Maman continua Matvei, et j'entendis la panique dans sa voix, nous sommes à une station-service. Ma belle-mère ne se sent pas bien. Ilona est restée là-bas, sur l'autoroute. Elle hurle et jette des pierres sur les voitures qui passent. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois retourner la chercher ou emmener Bronislava à l'hôpital? Je suis perdu. Je fermai les yeux. Mon fils, 35 ans, et il demande encore à sa mère comment agir dans une situation qu'il a lui-même créée par son manque de volonté. Matvei, dis-je fermement, écoute-moi attentivement. Tu appelles une ambulance pour Bronislava tout de suite, si elle va vraiment mal. Tu restes avec tes beaux-parents, qui sont victimes de ta femme. Quant à Ilona. Ilona est une adulte. Elle a un téléphone, elle a de l'argent pour un taxi ou celui-là même qu'elle a volé à ses parents. Elle s'en sortira. Mais c'est ma femme, balbutia-t-il pitoyablement. C'est une criminelle, Matvei, tranchai-je. Et si tu retournes la chercher maintenant, tu deviendras son complice. Tu choisiras le camp du mensonge. C'est ce que tu veux. Un silence s'installa. J'entendais sa respiration lourde. J'entendais comment il luttait contre son habitude d'être arrangeant, d'être bon pour tout le monde. Non, expira-t-il enfin. Non, je n'y retournerai pas. Je pars avec les Zolotariov. Nous allons à la police. Arkhip veut porter plainte pour escroquerie. Bonne décision, dis-je. Tiens bon, mon fils. La nuit va être longue. Maman, et toi? Sa voix trembla. Est-ce que je pourrais venir chez toi après? Quand tout sera fini? Je n'ai nulle part où aller. L'appartement en ville, il s'avère que c'est une location aussi. Ilona a menti, elle disait que c'était son bien d'avant le mariage. Je regardais mon salon, les chaises vides où, 1 heure plus tôt, étaient assises des personnes qui me prenaient pour une moins que rien. Je regardais Gerasim, qui examinait avec intérêt un tableau sur le mur, et Sémion, qui finissait déjà son café. Ma maison venait de me revenir. Elle était propre. Elle était mon refuge, et je n'étais pas prête à y laisser entrer le chaos qui pesait encore sur les épaules de mon fils. Non, Matvei, dis-je doucement, mais fermement. Tu ne peux pas venir chez moi. Pourquoi? Il était abasourdi. Mais tu n'as pas vendu la maison. Tu es là-bas. J'y suis. Mais ma maison est actuellement en quarantaine. Contre la bêtise, la faiblesse, les problèmes des autres. Tu as 35 ans. Prends une chambre d'hôtel. Mets de l'ordre dans ta vie, tout seul. Sans les conseils de maman, sans la soupe de maman et sans le toit de maman. C'est la seule façon pour toi de devenir un homme. Maman, tu m'abandonnes? Je te laisse partir, le corrigeai-je. Ce sont 2 choses différentes. Appelle-moi dans 1 mois, quand tu auras en main un certificat de divorce et un plan pour la suite. Pour l'instant, au revoir.
Je raccrochai avant qu'il n'ait pu répondre. Ma main tenant le téléphone retomba. À l'intérieur, c'était vide, mais c'était un vide pur et vibrant, comme dans une pièce fraîchement nettoyée. Gerasim applaudit lentement. Bravo, dit-il sans une once d'ironie. C'était plus fort que de vendre la maison. Refuser l'accès à son propre fils quand il est à genoux, ça demande des nerfs d'acier. Ça demande de l'amour, rétorquai-je, en regardant l'écran sombre du téléphone. Parfois, l'amour, ce n'est pas d'empêcher quelqu'un de tomber, mais de le laisser se relever tout seul. Si je lui tends une béquille maintenant, il restera boiteux toute sa vie. Sage parole, hocha-t-il la tête. Eh bien, Clémentina Pavlovna, le spectacle est terminé. Les méchants sont punis. Le héros est envoyé en exil pour sa croissance spirituelle. Et nous ? Et nous, souris-je pour la première fois de la journée, sincèrement et légèrement, nous allons célébrer. Sémion, sors le cognac. Celui que tu m'as apporté en cadeau il y a 5 ans et que nous n'avons jamais réussi à ouvrir. Sémion s'épanouit. L'Arménien de 20 ans d'âge. Il est dans la voiture. J'arrive tout de suite. Pendant que Sémion courait à sa voiture, je sortis sur la terrasse. La nuit était complètement tombée. Les étoiles au-dessus de la mer étaient brillantes, piquantes. En bas, dans l'obscurité, les vagues bruissaient. Quelque part là-bas, sur l'autoroute, mon ex-belle-fille faisait peut-être du stop, maudissant le jour où elle avait pensé que j'étais une vieille femme faible. Quelque part là-bas, mon fils prenait pour la première fois de sa vie des décisions d'adulte. Et moi, j'étais sur ma terre. Je sentais sous mes pieds la chaleur de la pierre chauffée par le soleil. Je respirais le parfum des fleurs nocturnes. J'étais seul, et j'étais libre. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Il y avait une nuance, un petit détail que je n'avais même pas mentionné à Gerasim. Quand j'avais envoyé ce fichier au Zolotariov, le scan du titre de propriété, j'y avais joint un autre document, un relevé bancaire d'Ilona, celui que j'avais réussi à obtenir grâce à d'anciennes relations dans le secteur bancaire une semaine auparavant, quand j'avais commencé à avoir des soupçons. Je savais pour l'argent depuis longtemps. J'attendais simplement, je leur laissais une chance. Et maintenant, quand Arkhip Zolotariov, assis au poste de police, ouvrirait enfin ce fichier en entrant le mot de passe que j'allais lui envoyer, il ne verrait pas seulement des sommes, il verrait les destinataires des virements. Et un nom en particulier le surprendrait. Un amant ? Non, bien sûr, le mot amant ne figurait pas sur le relevé. Il y avait le nom d'un coach sportif à qui Ilona virait 50 000 roubles par semaine avec la mention pour supplément sportif. Je sortis mon téléphone et tapai un message à Arkhip. Mot de passe de l'archive, 1988. L'année de naissance de votre fille. Regardez les dernières pages. Il y a des virements à un certain Arthur Vaganov. Je pense que ça vous intéressera de savoir qui c'est. Envoyé. Maintenant, la fin était vraiment irréversible. Je retournai dans le salon, où Sémion versait déjà la liqueur ambrée dans de grands verres. À la nouvelle vie, proclama Gerasim. À la liberté, répondis-je en trinquant. Et là, mon téléphone bipa de nouveau. Mais ce n'était ni Matvei, ni Arkhip. C'était une notification d'une application de voyage. Le prix des billets pour Rome a baissé. Êtes-vous toujours intéressé ? Je regardais l'écran. Rome. Mon rêve. La ville que j'avais étudiée dans les manuels d'architecture mais que je n'avais jamais vue en vrai, parce qu'il fallait toujours aider quelqu'un, sauver quelqu'un, construire quelque chose. Je levai les yeux vers mes invités. Messieurs, dis-je, savez-vous que c'est la saison des artichauts en ce moment ? Gerasim éclata de rire. Clémentina Pavlovna, vous ne cessez de me surprendre. Vous partez ? Je pars, dis-je avec détermination. Dès demain. Mais je ne savais pas que le lendemain matin m'apporterait une autre surprise. Une surprise qui me ferait rester quelques heures de plus, car à la porte de ma maison apparaîtrait quelqu'un que je ne m'attendais absolument pas à voir. Le matin m'accueillit non pas avec le chant des oiseaux, mais avec des coups insistants à la porte. Je posai ma tasse de café, que je buvais sur la terrasse, déjà prête avec une petite valise à mes pieds. Le billet pour Rome était acheté pour le vol du soir. Le taxi était commandé pour midi. Je n'attendais personne. Je m'approchai du portillon, ajustant mes lunettes de soleil. Derrière la grille en fer forgé ne se tenait ni Matvei, ni Ilona, ni même la police.
il y avait un livreur avec une immense corbeille de roses blanches. Et derrière lui, appuyé contre le capot de son 4x4, se tenait Gerasim. J'ouvris le portillon. Gerasim Vitalievitch, m'étonnai-je. Vous avez oublié votre veste hier? Non, Clémentina Pavlovna. Il sourit, enlevant ses lunettes noires. Je ne suis pas venu chercher des affaires. Je suis venu avec une proposition. Il fit un signe de tête au livreur. Celui-ci apporta la corbeille dans la cour et la posa à mes pieds. Une enveloppe blanche se trouvait parmi les fleurs. C'est pour vous, dit Gerasim. La soirée d'hier, elle m'a marqué. On rencontre rarement une femme avec un tel caractère et un tel goût pour la vie. Je haussai un sourcil interrogateur. Et qu'y a-t-il dans l'enveloppe? Un autre contrat de vente? Non, un contrat de gestion. Il s'approcha. J'ai pensé, vous partez en Italie. La maison sera vide. Et moi, je suis tombé amoureux de cet endroit. Et de votre jardin. Je vous propose un accord. Je vous loue la falaise d'Azur pour tout l'été pour une très belle somme, mais à une condition. Laquelle? Vous m'autoriserez à vous envoyer de temps en temps des photos des roses pour que vous me conseilliez sur la manière de ne pas les tuer. Je suis un novice complet en jardinage, et ce serait dommage de gâcher une telle beauté. Je me mis à rire. Il y avait dans ce rire une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Vous savez faire des offres difficiles à refuser, Gerasim Vitalievitch. Et aussi, il baissa la voix, je peux surveiller la maison, pour qu'aucun parent ne songe à revenir. Ma sécurité est très persuasive. C'était la solution idéale. La maison serait surveillée, les fleurs arrosées, et j'obtiendrais des fonds supplémentaires pour mon voyage et une garantie de sécurité. J'accepte. Je lui tendis la main. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le taxi. Gerasim était resté à la villa, le nouveau propriétaire temporaire qui arroserait mes roses et chasserait les fantômes du passé. Je regardais la maison s'éloigner, la mer scintillante. Le téléphone dans mon sac bipa. Je le sortis. Un message de Matvei. Maman, j'ai porté plainte. Ilona a été arrêtée pour trouble à l'ordre public sur l'autoroute, et puis ils ont découvert les crédits. C'est très grave. Le père d'Ilona est furieux. J'ai loué une chambre. Je cherche du travail. Pardonne-moi. Je vais m'en sortir. Je souris et tapai une réponse. Je crois en toi. Tu t'en sortiras. On se voit dans 1 mois. Je te rapporterai une cravate italienne. Je t'embrasse. Puis, j'ouvris les paramètres et cliquai sur bloquer ou pour le numéro d'Ilona, pour toujours. Je me calai dans mon siège, respirai l'odeur du cuir et regardai la route qui s'étendait devant moi. Devant, il y avait l'aéroport, il y avait Rome, il y avait une vie qui n'appartenait qu'à moi. Je fermai les yeux et, pour la première fois depuis des années, je n'entendis pas le bruit des exigences des autres, mais la musique de ma propre âme. Le silence était magnifique. Voilà, chers auditeurs, l'histoire. Une histoire de patience qui a éclaté et de force qui s'est réveillée. Une histoire sur l'importance de dire ça suffit à temps et de se choisir soi-même. Pensez-vous que Clémentina a bien agi? N'a-t-elle pas été trop cruelle avec son fils, en lui refusant un abri au moment le plus difficile? Ou était-ce la seule façon de le faire grandir? Aurait-il fallu pardonner à Ilona pour le bien d'un futur petit-fils, même si la grossesse s'est avérée être un mensonge? Les gens changent-ils, ou non? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Je suis très curieux de lire vos pensées. Je suis sûr que les débats sur ce sujet seront animés. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vibré pour l'héroïne et vous êtes réjoui de sa victoire, s'il vous plaît, soutenez notre chaîne avec un j'aime et un abonnement. Cela nous aide à créer de nouveaux livres audio de qualité pour vous. Et n'oubliez pas de nous dire si vous souhaitez savoir comment s'est déroulée la vie de Clémentina à Rome et ce qu'est devenu Matvei. Peut-être devrions-nous enregistrer une suite? Nous vous souhaitons le meilleur.